Bonjour à toutes et à tous, chers amis cinéphiles, bienvenue dans ce deuxième numéro du Grand Nimp, l'émission qui parle de tout, mais surtout, vous le savez, de n'importe quoi. C'est le numéro 2, rendez-vous compte, j'ai tenu parole. J'avais dit que je ferais une émission par semaine et nous en sommes à une semaine, jour pour jour, du premier épisode. Voici le numéro 2, si vous saviez comme je suis content, fier de moi, fier de vous, fier de tout le monde. Mais bon, on n'est pas là pour se jeter des fleurs, surtout quand je suis seul à le faire. On va commencer tambour battant par cette revue d'actualité, actualité évidemment cinématographique, et pas autre chose, en commençant par la partie bande-annonce, puisque sont sortis sur nos écrans moult bandes-annonces, ça a vraiment pullulé cette semaine. Et on va commencer tout de suite avec celle qui a suscité le plus de débats, de commentaires, Les Gardiens de la Galaxie numéro 2. Numéro 2, donc, toujours réalisé par James Gunn, qui avait été déjà réalisateur du premier épisode, et qui fut, il y a 2 ans, le succès surprise que personne n'attendait, et pour cause, puisque ça a été produit par Marvel, donc Marvel, propriétaire de franchises comme Spider-Man, X-Men, Captain America, Daredevil, enfin tous les super-héros dont on a l'impression qu'il nous sort un film tous les mois. Et donc, voilà, ce film-là était sorti il y a 2 ans et avait été présenté un peu comme justement un amuse-bouche entre 2 films de super-héros plus connus. Et finalement, ça a été le succès surprise que personne n'attendait. Le public s'est vraiment attaché à cette bande de mercenaires de l'espace. Et ça a été aussi un succès un peu tronqueur, puisque on nous avait vendu à l'époque le film comme étant le Marvel le plus subversif qu'on ait jamais vu de la galaxie, quoi. Justement, ça a un rapport. Il est vrai que le film nous montrait, comme je le disais, cette équipe de mercenaires de l'espace qui n'ont pas pour but premier de défendre l'ordre et la morale comme le font les super-héros dont on a l'habitude de voir. La veuve et l'orphelin, on va dire que c'est le cadet de leurs soucis, et c'est vrai qu'on avait plus l'impression d'avoir affaire à des gamins turbulents un peu mal élevés qu'à des réelles figures iconiques de la justice et de la morale, comme le sont par exemple Spider-Man ou Captain America. Après, c'est vrai que subversif, on va dire que c'était relativement gentil, à part 1 ou 2, 3 merdes casées par-ci par-là, on n'avait pas non plus affaire à du film qui tâche bien comme il faut. Mais bon, le spectacle était au rendez-vous, c'était ça l'essentiel, et donc, qui dit succès, dit forcément suite à venir, et donc cette première bande-annonce qui vient de sortir, qui en montre sans en montrer, mais ça c'est un peu le lot de toutes les bandes-annonces dont le film sort 8 mois après, quoi. C'est plus une sorte de petits morceaux qu'on nous donne à croquer avant de passer au gros plat principal, mais c'est vrai qu'on retrouve tous les gens qui nous ont fait un peu vibrer dans le premier épisode, Star-Lord évidemment, Rocket le raton laveur, l'extraterrestre verte très sexy, et Bébé Groot qui va faire évidemment beaucoup plaisir aux fans. Alors la seule question c'est, on peut se demander, est-ce que peut-il réitérer le succès du premier ? Alors, c'est Chris Pratt, l'interprète principal du film, qui l'a dit. Il a dit, on a encore plus de pression, puisque le premier épisode, personne ne l'attendait. Et c'est vrai qu'une fois qu'un premier épisode sort et qu'il rencontre un succès phénoménal, les attentes pour la suite sont bien plus nombreuses. Tout d'abord parce qu'il y a une communauté de fans qui s'est créée depuis, et donc forcément, c'est un peu eux qui vont faire la pluie le beau temps pour valider ou non les nouveaux choix artistiques du réal pour cette deuxième mixture, on va dire. Alors, c'est vrai que on va s'attendre forcément à un film très spectaculaire, comme d'hab. L'idée serait quand même, il serait bienvenu de voir s'ils ont un peu augmenté l'âge mental du film, puisque on va dire que c'était un film très axé comique aussi, mais ça tournait un tout petit peu au-dessus du pipi-caca, ce qui n'en fait pas non plus un sommet d'humour pour autant. C'était un film très 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 second degré. Comme hélas, beaucoup de films de super-héros ont tendance à aborder leurs films sous cet angle-là, il n'y a plus vraiment de films vraiment sérieux, on va dire, sans forcément qu'on demande à ce qu'ils se prennent la tête, ce n'est pas le but, mais c'est vrai que c'était un film
très pastiche dans son idée, et voilà, qui niveau subtilité, comme disait ma grand-mère, ça ne vole pas bien haut, on va dire. Mais bon, affaire à suivre, évidemment, on va en avoir d'autres qui vont sortir d'ici là. Deuxième bande-annonce qui concerne les super-héros, et qui cette fois va concerner un peu plus la vieille génération, hein. Excusez-nous de faire un petit peu de place, de prendre un petit peu de place, puisque nous avons affaire à Logan. Logan, donc sous-entendu, le 3e épisode solo des aventures de Wolverine. Wolverine, inutile de vous le présenter. Ce X-Men quasiment immortel et indestructible qui a du mal de temps en temps, quand il est énervé, à pouvoir se gratter les parties intimes en toute sécurité. Les adeptes auront compris de quoi je parle. Et donc là, c'est un film assez important puisque il annonce la dernière fois que Hugh Jackman donc va interpréter le personnage de Wolverine. C'est un micro-événement, on va dire, et ça va faire entrer Hugh Jackman un peu dans le panthéon des acteurs comme ça qui ont interprété un rôle au nombre de fois assez conséquent, donc notamment parce qu'on pense à Christopher Lee en Dracula, à Damon Albarn qui a été Q dans toutes les franchises de James Bond, sauf celle de Daniel Craig évidemment, puisqu'il est décédé depuis, mais voilà. Maintenant, il est quasiment impossible de dissocier Wolverine au personnage de Hugh Jackman. Et là, c'est le champ du cygne, c'est le cimetière pour... pas au sens symbolique, évidemment. Mais voilà, Hugh Jackman prend sa retraite du personnage de Wolverine. En même temps, il faut reconnaître que c'est ce rôle-là qui l'a fait connaître au monde entier. Et bah, ça va faire un petit choc malgré tout. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils insistent vraiment sur le côté western crépusculaire, en fait. Sur la bande-annonce, on se rend compte que, déjà pour un film de super-héros, il n'y a quasiment pas de scène d'action dans la bande-annonce. Tout est très accentué sur les personnages, et ça va être vraiment une des clés de ce film, et peut-être de la réussite de ce film, c'est qu'on va beaucoup plus être dans une introspection qu'un film de super-héros comme on l'entend en sens habituel, c'est-à-dire pas de grande bataille épique, pas d'explosion à tout va, voilà, on est plus centré vraiment sur le personnage de Logan, donc, et voilà, c'est ce que nous montre, en tout cas le ton, c'est ce que nous a montré la bande-annonce, et ils ont poussé même le vice jusqu'au bout, puisque, quelle chanson ils ont choisi pour illustrer la bande-annonce? Hurt de Johnny Cash. Alors ça, si c'est pas un signe ou un gyrophare gros comme une maison, je ne sais plus de quoi je parle, puisque, on le sait, Hurt, pour tous les fans de Johnny Cash et un peu de cette musique country, bah voilà, c'est la chanson de testament de Johnny Cash. D'ailleurs, elle a été magnifiée dans un superbe clip qui a été l'un des plus plébiscités, si ce n'est le plus plébiscité de l'histoire du clip et de la musique en général. Et on y voit Johnny Cash seul dans son ranch, en train de jouer du piano, et voilà, il nous annonce clairement la fin, quoi, la fin clairement, et d'ailleurs il est décédé, si je ne m'abuse, quelques temps après. Et donc voilà, ils ont poussé un peu le vice jusqu'au bout en se servant de cette chanson, et d'ailleurs un clin d'œil particulier, c'est que le film est toujours réalisé par James Betrave. Ça s'appelle pas James Betrave évidemment, hein, il s'agit de James Mangold, mais Mangold en allemand c'est une petite betterave sauvage, voilà, permettez-moi ce petit brin d'humour. Et donc James Mangold, réalisateur émérite de Copland notamment, soit l'un des meilleurs films avec Sylvester Stallone, et qui a aussi réalisé Walk the Line, donc le film sur Johnny Cash. Donc voilà, une sorte de boucle est bouclée. Et c'est vrai que James Mangold, en fait, c'était un réalisateur très intéressant d'un point de vue artistique, puisqu'il s'inscrivait un peu dans la veine auteuriste d'Hollywood, mais c'est vrai que depuis son dernier film 3h10 pour Yuma, il est un peu plus rentré dans le moule, quoi. Il a fait ce film Night and Day, donc avec Tom Cruise, inutile de vous faire un tableau, et il a réalisé donc le deuxième épisode des aventures de Wolverine, qui était Wolverine, le combat de l'immortel. Donc voilà, donc là on est vraiment sur le champ du cygne pour Wolverine, hein. On va voir quel ton ils vont donner à la série. Alors c'est assez intéressant parce que finalement, dans l'idée de jouer le film, voilà, le film de la fin, le film qui va vraiment explorer tous les mystères, toutes les failles, toute l'introspection de Wolverine, bah, sur le papier c'est très joli, sauf que bah, j'ai envie de dire, ils l'ont déjà fait avant. Ils l'ont déjà fait avant, et c'est pas la première fois qu'ils essayent comme ça de faire le film sur Wolverine, où on va explorer toutes ces failles, toutes ces interrogations. Ils l'avaient fait déjà pour X-Men, le combat de l'immortel. Le film était hélas très mauvais.
On avait plus l'impression d'un épisode de passage comme ça qu'un réel film mettant en avant le personnage de Wolverine. Mais bon, qui sait, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, malheureusement, évidemment, les bandes annonces, c'est trompeur comme chacun sait, mais en tout cas, le ton donné au film est assez intéressant. Il ne reste plus qu'à voir si ça va se confirmer sur grand écran. Souvenez-vous de Suicide Squad, les amis, et vous saurez de quoi je parle. Bon, par contre, pour le coup, un autre grand réalisateur qui, pour le coup, est assez intéressant à suivre, il s'agit de Gore Verbinski. Alors, Gore Verbinski, c'est un peu un James Mangold, en fait. C'est un mec qui a des velléités artistiques absolument phénoménales, et vraiment, c'est super intéressant de le suivre, mais il s'est complaît à réaliser la saga Pirates des Caraïbes, hélas. Et là, c'est typique le genre de réal dont on a vu un des films, mais dont on ne se souvient pas forcément du nom. Je vous aide, je vous facilite la tâche. Verbinski, donc, le réalisateur de la saga Pirates des Caraïbes, de la trilogie du moins, puisqu'il a passé la main après au 4e épisode, heureusement pour lui, mais voilà, c'est un mec qui gagne plus à être connu pour ses films vraiment plus intimistes, et on pense notamment à The Weatherman avec Nicolas Cage, et à surtout ce chef-d'œuvre de l'animation qui est Rango, absolument phénoménal, qui a d'ailleurs remporté l'Oscar du meilleur film d'animation, mais qui là, on voit que Verbinski, c'est vraiment un mec qui a des choses à faire valoir, et quand il n'est pas phagocyté comme ça par la grosse machine hollywoodienne, a vraiment des films monstrueux à proposer. Et on espère que le prochain, qui s'appelle Cure of Life, va s'inscrire dans cette lignée. Alors Cure of Life, pour le coup, la bande-annonce en montre beaucoup, mais c'est pas pour ça qu'on en saura plus sur ce qui se passe, puisque on suit donc le personnage principal donc de ce film, interprété par Dan Dehan, donc qui a joué dans Chronicle et dans Amazing Spider-Man. Voilà, dans un espèce d'hôpital psychiatrique, et le tout est rempli de plein de scènes un peu psychédéliques. D'ailleurs, certains l'ont comparé à Shutter Island, en se disant tiens, on est un peu sur la même lignée, mais de première vue, on pense beaucoup plus à des films comme celui d'Adrian Lyne, L'échelle de Jacob, où on a toutes ces scènes un peu psychédéliques comme ça, où on ne sait pas dans quel monde on est, si on est dans la réalité ou dans le fantasme total. Et surtout, ça rappelle le très bon film qui est sorti il y a peu de temps sur nos écrans, film français pour le coup, en plus, qui est Évolution, donc, de Lucile Hadji-Halilovic. Et là, vous ne vous rendez pas compte à quel point je suis content d'avoir prononcé ce prénom sans fourcher. Et voilà, qui était un peu sur ce même registre un peu fantastico, on ne sait pas. En fait, c'est une bande-annonce qui va beaucoup plus insister sur l'ambiance du film que sur réellement son histoire, puisque on ne sait rien de l'histoire. Voilà. Impossible d'apprendre quoi que ce soit sur l'histoire, mais comme je le disais, c'est un Gore Verbinski qu'on espère beaucoup plus intimiste qu'à l'accoutumée. Là, il n'y a pas de Johnny Depp qui va nous faire son numéro d'encanaillement ou de fofolle. Donc voilà, ce sera beaucoup plus intéressant. Espérons que ce film soit assez bien distribué pour qu'on puisse en profiter, mais la bande-annonce, en tout cas, donnait vraiment envie, même si, comme je vous le disais, on n'en sait pas beaucoup plus sur la choucroute. Alors, on va passer maintenant aux infos en vrac, donc sur lesquelles je ne vais pas trop m'attarder, mais qui méritent quand même un petit traitement. Et évidemment, la première info de toutes, et comment ne pas être hilar en apprenant ça, puisque Leonardo DiCaprio, auréolé donc de son Oscar pour The Revenant, va produire un film adapté de la série Captain Planet. Je vous laisse le temps de digérer cette nouvelle, parce que pour les plus nostalgiques d'entre nous, donc je reviens encore une fois au Club Dorothée, mais c'était un dessin animé qui passait pendant le Club Dorothée, et c'était un dessin animé qui avait pour vocation, en fait, moins de raconter une histoire, mais plutôt que de sensibiliser les petits-enfants que nous étions à la cause écolo. Alors vous imaginez bien qu'un mec comme Leonardo DiCaprio, maintenant qu'il nous a fait tout son serment lors du discours des Oscars sur « il faut sauver la planète » et tout ça, machin, et nous sommes tous en danger de mort, et nous sommes vraiment des gros cons égoïstes, techniquement, la nouvelle n'est pas illogique en soi. Sauf qu'il y avait peut-être un moyen autre que de sensibiliser à la cause écolo qu'en réadaptant ce truc qui était indigeste de bout en bout, quoi.
Bon, évidemment, alors on est dans la logique des grosses vedettes qui s'engagent pour des causes humanitaires. Alors peut-être que oui, le Rwanda et les enfants du Darfour, au bout d'un moment, ça rapportait peut-être pas assez. Alors peut-être que la cause écolo, bon, je fais un peu mon cynique, hein, mais c'est vrai qu'il y en a un peu... On en a un peu soupé, quoi, des acteurs hollywoodiens qui se croient investis d'une mission divine et dont le but, voilà, est de changer l'être humain, l'âme humaine. Bon, j'ai envie de dire, mon cher Léo, si t'avais vraiment envie de nous dégoûter encore plus sur le militantisme écolo, bah ouais, entre guillemets, fais ce que t'as à faire et produis un film Captain Planet, tu vas voir que les gens en auront vraiment plus rien à branler après ça de l'écologie. Enfin bon, suffit de voir, on sera peut-être pas dans le même registre, mais vraiment, je me souviens que c'est les rares épisodes dont j'ai le souvenir quand j'étais petit de Captain Planet, c'était vraiment indigeste au possible, quoi. En plus, il n'y avait même pas d'histoire, on se foutait de l'histoire dans ces cas-là, c'était vraiment resservir le message écolo jusqu'au vomissement, quoi. Vomissement absolu. Donc bon, que veut dire, on n'est pas sorti de l'auberge comme on dit, mais bon, il y aura peut-être des moyens d'espérer, parce que bon, DiCaprio c'est pas un benet, mais voilà, trop investi, trop moralisateur, ça en devient parfois limite insupportable, malgré le fait que leur cause qu'ils défendent soit très noble. Autre nouvelle, qui cette fois, je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, un préquel serait prévu sur Willy Wonka. Alors, Willy Wonka, le personnage principal du film Charlie et la chocolaterie, donc qui a eu droit à 2 adaptations. La première où le personnage était campé par Billy Wilder, et la deuxième évidemment dans le pathétiquement nul film de Tim Burton, qui évidemment trouvait là un rôle à sa mesure pour Johnny Depp dans le cabotinage le plus honteux. Alors, dans l'idée, ce serait une bonne idée, parce que bon, il y a forcément un univers à créer autour du personnage de Willy Wonka, de Charlie et la chocolaterie, comme on le sait, le livre de Roald Dahl était suffisamment éloquent à ce sujet. Moi, j'ai toujours un problème, et ce, avec les 2 films, même si je reconnais que le film de Burton est vraiment beaucoup plus con que le premier, mais c'est surtout l'esthétique, quoi. Cette esthétique tellement criarde, qui n'était pas en plus si présente que ça dans le bouquin de Roald Dahl, faut quand même s'en rendre compte. Le bouquin de Roald Dahl, bon, il a eu de multiples illustrations, mais là, ils ont vraiment insisté sur le côté cartoonesque, sur le côté flashy du truc, et c'était vraiment d'un goût assez atroce, en fait, faut le dire, donc bon... Ça va faire plaisir aux mioches, hein, je suppose. De toute façon, qui est derrière ce projet? C'est David Heyman, donc le producteur d'Harry Potter. Inutile de vous faire un dessin. Donc dans ces cas-là, bon, pourquoi pas, peut-être que les mioches y trouveront à manger, mais très honnêtement, s'ils reprennent l'esthétique des 2 films même, ça sera vraiment assez indigeste, quoi. Et là, le chocolat, on a vraiment envie de le dégueuler jusqu'à ce qu'on devienne un sac d'os. Alors, autre nouvelle qui va surtout faire grincer des dents, je pense pour le coup, c'est Joss Whedon. Alors, Joss Whedon, inutile de vous faire une présentation, c'est le réalisateur des 2 derniers Avengers, et accessoirement pour les plus vieux d'entre nous, le créateur de la série Buffy contre les vampires, qui vient d'annoncer comme ça, tout penaud, qu'il avait lui aussi envie de réaliser un Star Wars. Ah bah j'ai envie de dire aux producteurs, allez-y les gars. Allez-y, si vous voulez donner le dernier coup de pelle sur le cadavre encore tout chaud de la franchise Star Wars, faites-vous plaisir, confiez le bébé à Whedon, parce que, après l'avoir totalement savaté par Le Réveil de la Force réalisé par J.J. Abrams, j'avoue que Joss Whedon, ce serait absolument exceptionnel. Alors ce que j'aime bien, c'est que c'est un mec qui est pas du tout maseux sur les bords, hein. Il est pas du tout sadomasochisme, hein, parce que après cette tirée d'Avengers en disant oui, bon, j'ai bien aimé l'expérience, mais c'est vrai que quand on bosse pour Marvel et tout ça, on est un peu cloisonné, il y a beaucoup de pression. Et tu crois que pour Star Wars, t'en auras pas, mon pote? Mais ce sera 10 fois pire. Alors faut savoir que Whedon Abrams, c'est vraiment la némésis en ce moment de la création artistique à Hollywood, hein, parce qu'en fait, ils ont imposé des standards d'écriture. Abrams se contentant de d'écrire des scènes bêtement qu'il essaie tant bien que mal de raccrocher de briquet de broc, mais c'est surtout ultra référentiel, ça n'a aucune personnalité, il se contente même pas d'essayer d'apporter une nouveauté dans un monde qui était déjà existant, il se contente juste de caresser les spectateurs dans le sens du poil, mais de façon totalement infecte, c'en est limite à vomir. Et vous avez de l'autre côté, le pendant, c'est Joss Whedon, qui lui se contente d'être un peu plus créatif, il est vrai, mais
C'est du second degré en permanence, on n'a jamais l'impression de voir un film qui est réellement sérieux, on a plus l'impression d'un déluge de sketchs et de blagues, qui fait que le premier Avengers, même s'il était un tant soit un peu sympa à regarder, le deuxième était une indigestion totale. Et voilà, et le voir lorgner sur Star Wars comme ça ne peut faire que froid dans le dos, on va dire. Alors, l'avantage, c'est qu'au moins, pour le film dérivé sur Han Solo, il y a déjà des réals. Hein. Donc lui, il pourra pas y toucher, parce que s'il avait touché au film d'Han Solo, alors là, on n'aurait plus un film d'aventure ou quoi que ce soit, on aurait eu un one-man show, parce que imaginez dans la tête de ce mec qui peut pas s'empêcher de faire une blague toutes les 2 minutes pour désamorcer des situations dramatiques ou des choses comme ça. Lui coller le bébé Han Solo dans les mains, c'était horrible. Là, on aurait eu un sketch du Jamel Comedy Club ou du truc comme ça. Bon, après, les réalisateurs de la chose du film Han Solo, c'est Christopher Miller et Phil Lord, qui étaient déjà responsables de 21 Jump Street, bon, qui est une comédie, l'une des plus marrantes de ces 10 dernières années, mais est-ce qu'on attend forcément ces deux bonhommes à la réalisation d'un film sur Han Solo? Affaire à suivre, mais bon, de toute façon, j'ai l'impression que Hollywood, maintenant, avec Star Wars, c'est on fout tous les noms de réal dans un boîte à chapeau, on tire, ah bah tiens, toi c'est bon, t'es pris pour Star Wars, fais-nous ton truc, c'est pas grave, de toute façon, si tu nous emmerdes, on te remplace au bout de 2 mois, comme c'est arrivé pour Josh Trank, donc voilà, allez-y, faites-vous plaisir, confiez le bébé à n'importe qui, de toute façon, c'est pas comme si vous en avez quelque chose à foutre, hein. Alors, une autre nouvelle qui, là, on va quitter le cinéma pour la rubrique un petit peu plus people, puisque Scarlett Johansson va inaugurer, dans pas longtemps, une boutique dans Paris. Je vous dis pas encore laquelle, mais ce qui est marrant, c'est Scarlett qui a quand même dégobillé sur les Français quand elle était sur les plateaux de télé américains en disant qu'on était des cons, des insolents, des mecs mal élevés, des gens pas respectables, des toujours grincheux, tout ça. C'est peut-être vrai, hein, j'en sais rien, mais bon, elle s'est pas gênée de le dire ça. Mais par contre, quand faut prendre des brousoufs faux français, alors là, on redevient ses amis à Scarlett. Ah là, elle nous aime bien. C'est genre, venez acheter ma merde, je vous aime, mes petits français chéris. Et donc là, sa boutique, bah, ça va être une boutique de popcorn. Alors il se trouve que c'est une boutique, oui, je vous vois déjà rire, mais non, ne riez pas, c'est totalement vrai. Une boutique de popcorn, inspirée d'une franchise donc, qui existe déjà aux États-Unis, qui consiste comme ça à offrir des popcorn aux truffes, à des parfums, à tout un assortiment de parfums assez spéciaux, ma foi, mais ça cartonne aux États-Unis. Et elle vient nous l'apporter. Alors j'ai envie de dire, si t'avais voulu légitimer cette espèce d'aliment infect dont, si j'étais président de la République, ce qui arrivera pas tout de suite, hein, mais sans doute dans quelques années, ma première mesure, ce sera de bannir à vie les pop-corn dans les cinémas. Et là, tu nous ramènes une boutique spécialement consacrée à ça? Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi, ma Scarlatine? Tu n'as pas dit que ce truc infecte, donc c'est assez hallucinant, quoi. Tu nous vends ça à foison, alors que les puristes, les cinéphiles, les vrais, ceux qui aiment le cinéma, c'est-à-dire ceux qui aiment aller dans une salle obscure, entourée de gens silencieux, tout ça, qui ont envie de profiter d'un film sans entendre ne rêvent que d'une chose, c'est de bannir ce machin, cette chose qui ne se bouffe qu'au cinéma, d'ailleurs, puisque je vois très peu de gens acheter du popcorn juste pour leur plaisir personnel. Et toi, tu viens nous le ramener. Mais c'est la plaie, quoi. Alors, ce qui est marrant, c'est que les stars américaines, en fait, elles ont un avis vis-à-vis de nous, c'est assez excellent, quoi. Ils sont persuadés qu'on adore tout ce qui vient de chez eux. Et quand ils sont chez nous, bah, ils pensent qu'à nous cracher à la gueule. En fait, les Américains, les stars américaines, évidemment, ils aiment la France, mais ils veulent pas qu'on y vive, quoi. Ils veulent pas qu'on y vive. C'est un truc de fou, ça. C'est-à-dire, laissez-nous profiter de la boutique Prada, Gucci, Versace, mais sans personne, sans personne. On ne veut pas de vous. On ne veut pas que vous soyez présents physiquement dans votre pays au moment où nous, on y est. Donc c'est pour ça que Scarlett nous a un peu tensé dans les médias, et là, elle revient comme une fleur avec ces merveilleuses boutiques de popcorn. Vous pouvez imaginer le sourire qui se dégage sur mon visage. Et c'était la dernière information du jour. C'était la dernière information de cette deuxième émission, Le Grand Nimp, numéro 2. J'espère vraiment que ça vous a plu. En tout cas, j'ai essayé de, on va dire, raccourcir le format, puisque c'est vrai que la première fois, je n'avais pas de chronomètre à disposition, donc je me suis comme ça laissé emporter dans mon élan. Là, j'ai essayé de faire un format plus court qui correspond vraiment au format de base
auquel j'avais pensé au début, plus proche des 20-25 minutes que de 40 minutes pour le premier épisode. Donc voilà. N'hésitez pas encore à me dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux, mes amis qui me connaissent, qui ont mon numéro de téléphone, n'hésitez pas aussi. Et avant de vous quitter, nous allons évidemment tirer un grand coup de chapeau, puisqu'hélas, cette semaine, nous a quitté Pierre Étex. Pierre Étex, donc le clown du cinéma français. Touche à tout de génie, ce serait tellement long de vous dire que tout ce que ce mec a fait dans sa vie. Enfin bon, c'est hélas un artiste français qui, comme beaucoup, ont souvent malheureusement été plus reconnus hors de nos frontières que à l'intérieur de notre pays. Voilà, c'est un mec qui a une vraie aura dans les pays étrangers. Il a été honoré à de multiples reprises, notamment aux États-Unis, qui voyaient en lui un des dignes héritiers comme ça, des Keaton, même des Chaplin, hein. Il a été à un moment donné plus ou moins considéré comme le nouveau Chaplin français. Et voilà, donc cet artiste absolument génial nous a quittés il y a très récemment. Vieux monsieur aussi à l'âge de 86 ans, mais c'était intéressant de lui rendre cet hommage. Et le clown du cinéma français, comme on l'appelait, quand on voit les espèces de clowns qui nous dirigent à l'heure actuelle, ou ceux qui sont censés prendre des décisions au niveau culture et cinématographique, on se dit que Pierre Étex se ferait bien de leur donner quelques cours de comédie, puisqu'à défaut d'être pitoyables, ils essaieraient au moins de nous faire rire, on peut l'espérer. En tout cas, voilà, grand hommage à vous, monsieur l'artiste, et faites bien rire les anges au paradis, comme on dit. Et c'en est fini de cette émission, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et comme j'ai souvent coutume de le dire, n'oubliez pas, chers amis, que si l'émission est terminée, le cinéma ne s'arrête pas pour autant, alors profitez-en. Si vous ne m'aimez pas, ça n'a aucune importance. C'est moi qui vous aime, et